Et rebonjour et bienvenue dans ces rappels sur les fonctions. Et pour commencer, nous allons voir les limites de fonctions. Tout d'abord avec la somme. Donc si une fonction a pour limite un nombre L bien défini, ou plus ou moins l'infini, et si L' a pour limite plus ou moins l'infini, voici quelle est la limite de la somme de f plus g. Donc si on avait deux limites finies, L et L', ben la somme a une limite finie, L plus L'. Si par contre, dans une des deux fonctions, on avait un infini, la somme des deux sera l'infini par somme, d'accord? Donc plus l'infini plus un nombre fini, c'est plus l'infini. Moins l'infini plus un nombre fini, c'est moins l'infini. Et si maintenant on joue avec des infinis pour les deux fonctions, c'est-à-dire si la fonction tend vers plus l'infini dans les deux cas, eh bien la somme tendra vers plus l'infini. Si les fonctions tendent vers moins l'infini dans les deux cas, eh bien la somme tendra vers moins l'infini. Et seulement si une fonction tend vers plus l'infini tandis que l'autre tend vers moins l'infini, la forme sera indéterminée. Hein, c'est comme pour les suites. Plus l'infini, moins l'infini, on ne sait pas qui l'emporte en fin de compte. Donc il faut analyser le détail du calcul. Pour le produit, eh bien, nous allons considérer de nouveau que les fonctions peuvent avoir une limite finie, une limite infinie, une limite finie différente de 0, ou bien 0. Alors, qu'en est-il? Eh bien, si f et g ont toutes les deux une limite finie, le produit f fois g aura une limite finie, qui est le produit des deux limites, L fois L'. Si f a pour limite un nombre qui est différent de 0, et si g a pour limite l'infini, eh bien f fois g aura pour limite l'infini. Et le signe de l'infini, plus ou moins l'infini, dépendra du signe à la fois de L et de cet infini-ci. Par contre, si f a pour limite 0, tandis que g a pour limite l'infini, f fois g, on le voit, ce sera 0 fois l'infini. Alors 0, je le rappelle, 0 fois quelque chose, c'est normalement 0. L'infini fois quelque chose, c'est normalement l'infini. Donc 0 fois l'infini, que va-t-il en être? C'est une forme indéterminée. De nouveau, il va falloir regarder les détails. Si maintenant les deux fonctions tendent toutes les deux vers l'infini, eh bien le produit tendra vers l'infini, avec un signe qui dépend du signe de chacun de ces infinis. Quotient. Le quotient se passe un peu de la même façon que le produit. Donc on va considérer les mêmes choses ici, donc une limite finie mais non nulle, 0, une limite finie et des infinis. Et ici vous avez reconnu pour g, donc on va aussi avoir une limite finie non nulle, un 0, un 0, un infini, une limite finie, l'infini. Alors, que va-t-il se passer donc pour f sur g? Lorsque je vais diviser un nombre fini par un autre nombre fini qui n'est pas nul, eh bien j'aurai ici comme réponse un nombre fini qui est égal à L sur L'. Par contre, si au numérateur j'ai une fonction qui a une limite finie mais non nulle, tandis qu'en dessous j'ai une limite nulle, eh bien quelque chose divisé par 0, ça fait l'infini. Par contre, si je divise maintenant 0 par 0, là je ne sais pas. Là la forme est indéterminée. Parce que 0 divisé par n'importe quoi, normalement c'est 0, mais n'importe quoi divisé par 0 qui est quelque chose d'infiniment petit, c'est un infiniment grand. Donc j'ai l'équivalent d'un 0 fois l'infini, comme ici. Donc c'est une forme indéterminée. Il faut de nouveau regarder le détail pour pouvoir déterminer ce qu'il en est. Enfin, si f a une limite finie, ici L, et que g a une limite infinie, alors f sur g aura une limite nulle. En effet, je fais le quotient de quelque chose qui est fini par quelque chose d'infiniment grand, donc c'est quelque chose d'infiniment petit qui tend donc vers 0. Alors après, si je divise maintenant une fonction dont la limite tend vers l'infini par une fonction dont la limite est finie, eh bien je vais aller vers l'infini pour le quotient. Et dernièrement, dernier cas à considérer pour le quotient, c'est quand les deux fonctions tendent vers l'infini. Donc le quotient va être un infini sur un infini. Et donc là, je ne sais pas qui va l'emporter de nouveau. Donc c'est une forme indéterminée qu'il va falloir résoudre de façon plus détaillée. Voilà, donc voilà pour quelques opérations sur les limites. Maintenant, nous allons voir ce qu'il se passe pour les limites lorsqu'on fait de la composition de fonctions. Donc soit deux fonctions, f et g, et soit a, b et c, des réels
ou bien plus l'infini ou moins l'infini, on aura ceci. Si la limite lorsque x tend vers a de f de x égale b, et que la limite lorsque x tend vers b, donc le même b qu'ici, de g de x est égal à c, alors la limite lorsque x tend vers a, le même que celui-là, de g de f de x sera égale à c. Ok? Ça vous rappelle bien quelque chose? Bon, je l'espère, sinon on verra dans les méthodes un petit peu de quoi il s'agit. Alors, vous savez qu'entre les fonctions et les suites, il y a une relation très forte, parce que finalement une suite est définie sur des naturels. L'indice des éléments d'une suite, ce sont des naturels, alors que la fonction, elle, considère tous des éléments réels. Donc, en particulier, quand la suite est définie de façon explicite, elle dépend que de n. Donc, c'est une suite un est égale à f de n. Et bien là, elle est très proche, elle est semblable à la fonction associée, qui est y égale f de x. Donc, précisons cela un petit peu. Donc, soit une suite un définie par un est égal à f de n. F est alors la fonction réelle associée à la suite un. Donc on aura y égale f de x, qui est la même forme que ça, sauf qu'on passe des naturels n au réel x. Donc soit a un réel, ou plus l'infini ou moins l'infini. Eh bien on aura ceci. Si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à a, alors, pour la suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, ce sera aussi égal à 1. Alors continuons ici avec ces limites de fonctions en faisant des comparaisons. Donc soit f, g et h, trois fonctions définies sur l'intervalle ouvert i est égal à b à plus l'infini, les deux extrémités étant exclues, et soit L un réel. On a ce qu'on appelle le théorème des gendarmes, qui est tout à fait équivalent à celui qu'on a vu dans les suites, c'est-à-dire que si pour tout x appartenant à l'intervalle qui est là, on a que f de x est coincé entre g de x et h de x, et si en plus la limite lorsque x tend vers l'infini de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers l'infini de h de x, c'est-à-dire c'est égal à L, alors f de x qui est coincé entre les deux aura une limite lorsque x tend vers plus l'infini qui est aussi égale à L. Voilà, ça s'appelle le théorème des gendarmes. Vous vous rappelez ça? On l'a vu dans les suites. C'est le même, mais appliqué aux fonctions. Théorème de comparaison. Si pour tout x appartenant à l'intervalle qui était là, on a que f de x est plus grand ou égal à g de x, et si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égale à plus l'infini, alors, comme f de x est toujours plus grand que g de x, eh bien à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x va aussi tendre, va aussi être égal à plus l'infini. Voilà, ça a l'air logique tout ça. Si je suis toujours plus grand qu'une fonction, pour tout x, et que cette fonction tend vers plus l'infini, moi qui lui suis plus grand, je vais toujours tendre vers plus l'infini aussi. Voilà, donc ça c'est la partie limite de fonction. Maintenant on va parler de ce qu'on appelle la continuité, ici. Donc définition, soit une fonction f définie sur un intervalle ouvert i, et soit a un élément de cet intervalle. On dit que la fonction f est continue en a, si et seulement si la limite lorsque x tend vers a de f de x, c'est égal à f de a. Et de là, je détermine des fonctions continues. Les fonctions continues sont toutes les fonctions construites par somme produit quotient ou par composition de fonctions élémentaires sur leur ensemble de définitions. C'est donc le cas pour toutes les fonctions polynômes et rationnelles. D'accord? Remarque, c'est importante. Si f est dérivable en a, alors la fonction f est continue en a. Mais attention, ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Donc la réciproque est fausse. Voilà. Alors un petit théorème qui va prouver toute son utilité plus tard, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, ce qu'on appelle aussi TVI. Soit une fonction f définie et continue sur un intervalle i est égal à AB. Pour tout réel k, compris entre f de a et f de b, il existe un réel c qui appartient à l'intervalle, tel que son image est égale à k. Attention, ce c n'est pas nécessairement unique.
Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Et on en prend ici un petit corollaire, qui s'appelle le théorème de la bijection, en fait, qui dit soit une fonction f continue et strictement monotone. C'est ce qui diffère du théorème des valeurs intermédiaires. On a une fonction ici strictement monotone sur l'intervalle AB. Alors, pour tout cas compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale k a une solution unique dans l'intervalle i est égal à AB. Enfin, on précise encore que si l'intervalle i est l'intervalle ouvert AB, k doit alors être compris entre la limite lorsque x tend vers A de f de x et la limite lorsque x tend vers B de f de x. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une autre partie qui est bien faite. Alors, nous repartons maintenant à la notion de dérivabilité. Donc je dis repartir parce que c'est une notion que vous avez déjà bien vue en première année. Et donc, revoyons tout d'abord sa définition. Soit une fonction f définie sur un intervalle i et a un point de cet intervalle. On dit que la fonction f est dérivable en a si et seulement si le taux d'accroissement de la fonction f en a admet une limite finie L en a. C'est-à-dire que la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h, c'est égal à L, c'est égal à cette limite, et cette limite, c'est bien la dérivée de la fonction point A. Alors, que peut-on faire, rappelons-le, avec les signes de la dérivée? Eh bien, on peut étudier les variations de la fonction. Donc, soit une fonction f dérivable sur un intervalle i. Si quel que soit x appartenant à i, on a que f' de x est égal à 0, alors la fonction est constante sur l'intervalle. Par contre, si quel que soit x appartenant à l'intervalle, la dérivée de la fonction est positive, eh bien ça veut dire que la fonction est croissante sur i. Et enfin, si quel que soit x appartenant à l'intervalle, la dérivée de la fonction est négative, alors cette fonction est décroissante. Ok? Bon, ça vous rappelle des souvenirs, hein, ça c'est pas tout à fait nouveau. Alors on continue ici et je vous rappelle des fonctions usuelles, ce que sont leurs dérivées. Voilà, alors il y a des fonctions usuelles que vous n'avez pas encore vues, bon on y reviendra. Les fonctions, donc on a ici la fonction constante, f de x égale k, où k est un réel constant. Sa dérivée, f' de x, est égale à 0. Et le domaine de définition de la dérivée, c'est-à-dire le domaine pour lequel la fonction dérivée existe, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction dérivée existe, sera des réels. Donc ça, je ne vais pas vous le lire à chaque fois, mais vous le verrez. D'accord? Alors, si la fonction f de x est égale à x, eh bien la dérivée de cette fonction, c'est 1. Si la fonction, c'est la fonction puissance, x exposant n, où n est un naturel non nul, alors sa dérivée, f' de x, sera égale à n fois x exposant n moins 1. Donc on prend le n, on le fait passer devant quelque part, et puis on multiplie par x exposant le même n moins 1. Si la fonction f de x maintenant est la fonction inverse, 1 sur x, eh bien sa dérivée, ce sera moins 1 sur x carré. On continue. Si f de x est égal à 1 sur x exposant n, où n est un naturel non nul, alors sa dérivée, f' de x, c'est moins n sur x exposant n plus 1. D'accord? Alors, ces deux-là sont mis séparément. Remarquez qu'on pourrait les mettre ensemble. Elles suivent en fait la même relation. Hein, vérifiez-le pour vous. Regardez, ces deux-là, ils vérifient la même relation en fait. Il suffit d'exprimer ça. À la place de l'exprimer comme 1 sur x exposant n, il faut l'écrire comme x exposant moins n et appliquer la même relation ici. Vous allez trouver ça. Alors, si f de x est égal à racine carrée de x, eh bien sa dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà, donc ça c'est les principales fonctions que vous avez vues jusque maintenant. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà vu sinus, cosinus, tangente. Dans ces cas-là, ben, vous savez alors que les dérivées, la dérivée du sinus c'est le cosinus, la dérivée du cosinus c'est moins le sinus, et la dérivée d'une tangente c'est 1 plus tangente carré x, ou encore on peut l'écrire comme 1 sur cosinus carré x.
Vous avez peut-être vu aussi maintenant les fonctions logarithme et exponentielle, ou pas. Alors, suivant vous l'avez vu ou pas, ben vous le reverrez après. La fonction logarithme admet une dérivée qui s'écrit f' de x est égal à 1 sur x. Et la fonction exponentielle, f de x, admet une dérivée qui est égale à elle-même. Donc f' de x est égal à e exposant x. C'est sa relation de définition en fait. Voilà. Donc voilà un ensemble de dérivées de fonctions visuelles. Et donc lorsque vous faites vos fiches à partir de ces rappels, ben, vous voyez, vous avez absolument tout ce que vous avez besoin sur cette page. Alors nous continuons avec quelques règles de dérivation. C'est-à-dire ce qui se passe, comment dérive-t-on une somme, un produit, une composition, etc. Alors, si je prends la dérivée d'une somme, eh bien ce sera la somme des dérivées. Et je prends la dérivée de u plus v, c'est la somme des dérivées de u et de v. Si je prends la dérivée de k fois u, c'est-à-dire une fonction u multipliée par une constante k, eh bien dans la dérivée de ku, je peux mettre k en évidence, si vous voulez, fois la dérivée de u. La constante k multiplie, la constante k qu'il y avait au départ, multiplie simplement le résultat de la dérivée. Si je fais maintenant la dérivée d'un produit, dérivée de u fois v, eh bien ce sera la dérivée du premier terme fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du second terme. Donc la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Alors la dérivée d'un quotient, la dérivée de u sur v, ça va être la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, divisé par la dénominateur au carré. Ce qu'on dit aussi, donc la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Enfin, la dérivée d'une puissance, u exposant n, la dérivée de ça, pour ces quatre-ci, en fait, on a vu les relations à la page précédente. Simplement, ce qui change ici, c'est qu'on ne fait plus directement la dérivée de la puissance de x, ou de la racine carrée de x, ou du logarithme népérien de x, mais on considère la puissance, la racine, le logarithme exponentiel d'une fonction u. Donc ce sont en fait des relations pour les fonctions composées. Donc si je prends la dérivée d'une fonction u exposant n, d'accord, eh bien ce sera n fois u exposant n moins 1, mais il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de u. Donc à chaque fois, ce que vous allez avoir en plus, quand vous avez u à la place de x, c'est qu'il faut dériver par rapport à u le résultat. Donc pour une racine carrée, la racine carrée de la fonction u, ce sera, comme on a vu précédemment, 1 sur 2 fois racine de u, mais fois la dérivée de u. Pour la dérivée du logarithme de u, c'est 1 sur u, mais fois la dérivée de u. Pour l'exponentielle, on a vu que c'était la fonction dont la dérivée est égale à elle-même, et bien on a pareil, la dérivée de e exposant u, c'est e exposant u, mais il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de u. Voilà. Donc les règles de ces quatre-là sont les mêmes que pour x, sauf qu'il faut bien remultiplier par la dérivée de u. On aurait pu dire à la page précédente qu'il fallait remultiplier par la dérivée de x. Mais la dérivée de x était 1, et donc il n'apparaissait pas. Ok. On passe alors à la tangente. La tangente d'une courbe en un point. Donc lorsque f est dérivable en a, lorsqu'on a une fonction qui est dérivable en un point d'abscisse a, la courbe représentative cf de la fonction admet en ce point A de coordonnées a, f de a, une tangente de coefficients directeurs f' de a, donc c'est le nombre dérivé à la fonction en a, dont l'équation est y est égal à f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ça, c'est l'expression d'une tangente que l'on calcule pour une certaine fonction f en un point d'abscisse a. Alors pour déterminer les points de la courbe f où la tangente est parallèle à une droite d'équation y égale mx plus p, on doit juste résoudre l'équation f' de x est égal à m. Parce que si la tangente est parallèle à la droite là, ça veut dire que les coefficients directeurs sont les mêmes, et donc ça veut dire que la dérivée de la fonction au point x qu'on cherche, d'accord, qui est le coefficient directeur, sera égale à m. Enfin, l'extrémum, condition d'extrémum d'une fonction, soit une fonction f dérivable sur un intervalle ouvert i, et a un certain point de cet intervalle.
Si f admet un extrémum local en A, alors ça veut dire que la dérivée de la fonction en ce point A, c'est 0. Attention, dans l'autre sens, il y a une petite condition en plus, c'est-à-dire que si la dérivée de la fonction en A est nulle, et si la fonction dérivée change de signe en A, alors la fonction f admet un extrémum local en A. D'accord? Donc pour avoir un extrémum local en A, il faut que la dérivée s'annule en ce point-là, mais il faut aussi que cette dérivée change de signe avant et après A. D'accord? Donc change de signe en A. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que tout ça a été très clair. Hein, et ça finit donc les rappels sur les fonctions. Donc si tout cela est clair, ben très bien. Écoutez, faites une petite pause parce que vous l'avez mérité. Et puis on se revoit dans le quiz pour tester tout ça. Et puis pour passer éventuellement donc aux méthodes et exercices. À très bientôt. Au revoir.